En cas de harcèlement psychologique, l'employeur s'expose principalement à deux types de recours. Le premier type de recours, c'est le dépôt d'une réclamation en lésion psychologique en vertu de la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, donc la LATMP. Le second type de recours va dépendre si l'employé est syndiqué ou non. Donc, s'il est non syndiqué, il pourra déposer une plainte en harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail, et s'il est syndiqué, il déposera le même type de recours, mais sous forme de grief en harcèlement psychologique. Si on parle du premier type de recours, donc la réclamation en lésion psychologique, le dépôt d'une réclamation implique l'existence à la base d'une maladie. On parle principalement du trouble de l'adaptation ou d'une dépression. Ce qu'on voit habituellement aussi, c'est que cette maladie-là entraînera un arrêt de travail. Lors du dépôt donc d'une réclamation pour lésion psychologique, ce que la CNSST demandera aux travailleurs de prouver, c'est dans un premier temps l'existence d'un événement imprévu soudain. Pourquoi? Parce que la plupart des réclamations pour lésion psychologique sont acceptées sous l'angle de l'accident du travail. Par ailleurs, dans la plupart des cas, on parle d'une série d'événements qui à la base pourrait paraître bénin, mais s'il y a une addition de ces événements-là, ça pourrait constituer ensemble un événement imprévu ou soudain. Ce que demande la CNSST que le travailleur lui démontre, c'est que ces événements-là dépassent le cadre normal du travail. Le droit de gérance reste à l'employeur. L'employeur peut toujours exercer son droit de gérance et en soi, l'exercice du droit de gérance, si on peut penser, exemple, à une évaluation du rendement, ne pourra pas constituer un événement imprévu soudain, mais si on exerce ce pouvoir-là, ce droit de gérance-là, de façon déraisonnable, évidemment, ce ne sera pas l'exercice normal du droit de gérance et ça pourra constituer un événement imprévu soudain pour la CNSST. L'autre élément qu'on doit se considérer, c'est est-ce que l'événement en soi est objectivement traumatisant. Donc, on évaluera est-ce qu'un travailleur placé dans la même circonstance considérera cet événement-là comme traumatisant ou il y a vraiment une perception du travailleur concerné. Finalement, le travailleur qui dépose une réclamation auprès de la CNSST devra prouver une relation médicale causale. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre les événements qui sont allégués et le développement du diagnostic, donc de la maladie psychologique? En termes de pouvoir réparateur, donc si la réclamation est acceptée par la CNSST pourra ordonner le paiement d'indemnités de remplacement de revenus, ça c'est une possibilité. Il pourra évidemment payer aussi les soins et traitements liés à cette lésion psychologique-là. Et finalement, s'il y a limitation fonctionnelle, on peut penser en matière d'harcèlement psychologique que la principale limitation fonctionnelle sera de ne plus travailler avec le présumé harceleur. L'employeur devra collaborer à ce processus-là de réadaptation. Et s'ajoutera à ce qui est prévu à la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles aussi l'obligation d'accommodement, donc de faire toutes les démarches possibles, raisonnables, pour voir si on peut accommoder le travailleur en vertu de cette limitation fonctionnelle. Le second type de recours, c'est le dépôt d'une plainte d'harcèlement psychologique en vertu de la loi sur les normes du travail ou son équivalent pour le travailleur syndiqué, le dépôt d'un grief en harcèlement psychologique. Alors que pour une lésion psychologique, comme on vient de le voir, le travailleur doit prouver qu'il y a une série d'événements ou un événement unique qui dépasse le cadre normal du travail. Dans le cas d'une plainte ou d'un grief en harcèlement psychologique, ce que le travailleur devra prouver, c'est les 5 éléments constitutifs de la définition de harcèlement psychologique. Donc, dans un premier temps, prouver une conduite vexatoire. Dans un second temps, que s'il y a une conduite unique ou répétée, donc on voit la même notion que pour la lésion psychologique. Donc, cette conduite-là doit être hostile ou non désirée par le travailleur et elle doit porter, cette conduite-là, atteinte à sa dignité. Finalement, le travailleur doit prouver que l'ensemble de ces éléments-là constitue pour lui un milieu de travail qui est néfaste. Pour les deux recours, ce que la Cour d'appel a décidé dans une affaire Desrochers, c'est qu'il peut y avoir cumul de ces deux recours-là parce que l'objectif et les mesures de réparation pour ces deux recours-là sont différents.
On vient de le voir pour la lésion psychologique, les mesures de réparation vont être le paiement d'une indemnité de remplacement de revenus, de soins et le droit à la réadaptation. Si on aborde maintenant les pouvoirs de réparation du tribunal administratif du travail, division relations de travail en ce qui concerne la plainte d'harcèlement psychologique ou de l'arbitre de grief en ce qui concerne le grief d'harcèlement psychologique, donc ils auront tous les deux les mêmes pouvoirs. Donc si suite au harcèlement psychologique, il y a eu congédiement ou si la personne a été forcée de démissionner, on pourra la réintégrer. Suite à la réintégration, le tribunal ou l'arbitre de grief pourra également ordonner le paiement du salaire perdu. Il y aura pouvoir également d'ordonner une série de mesures qui seront considérées raisonnables pour que le harcèlement cesse. On pense également au paiement de frais de soutien psychologique en lien avec la reconnaissance du harcèlement psychologique. Il y aura également le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages moraux et exemplaires selon les circonstances. Donc, en conclusion, l'employeur s'expose à deux types de recours: la réclamation pour lésions psychologiques et la plainte pour harcèlement psychologique ou grief d'harcèlement psychologique. Ce qu'on peut vous recommander relativement à ces deux recours-là, évidemment, c'est de bien le documenter, mais surtout au final, pour éviter ce type de recours-là, d'agir en prévention du harcèlement psychologique dans votre milieu de travail.